On est toujours tributaire quelque part de la légende napoléonienne telle que Napoléon l'a lui-même forgée. À Sainte-Hélène, il dicte ce fameux mémorial de Sainte-Hélène à Lascaz qui va encore l'enjoliver, mais l'idée était déjà présente. Napoléon qui se présente comme invaincu, vaincu simplement par la trahison et pas vaincu par la force militaire de ses adversaires. Napoléon qui se présente comme non pas un chef d'État autoritaire ou despotique avec une terrible ambition, mais au contraire comme un défenseur de la liberté, de l'égalité et qui a voulu émanciper l'Europe. Donc ce n'est pas du tout la vision que l'on peut avoir en tant qu'historien quand on consulte les archives, c'est la vision telle que Napoléon nous l'a imposée. Ici, l'idée, c'était de montrer Napoléon, non pas le Napoléon de la légende, mais plutôt le Napoléon tel que ses contemporains l'ont connu, c'est-à-dire un personnage en réalité très seul, très égoïste, assez brutal, assez autoritaire, assez cassant, et aussi un personnage qui avait de très grandes qualités, mais ces qualités finissent aussi par devenir ses plus terribles défauts, avec cette volonté de tout contrôler, cette certitude d'avoir toujours raison, mais qui, en définitive, finit par gripper complètement l'appareil administratif qu'il a mis au point, qui est formidable, mais dont il finit par devenir en réalité le principal point faible. C'est principalement son ego qu'il a perdu et son ego qui l'a poussé à vouloir toujours plus, aller toujours plus loin. Et pour finir, il mène son empire, il mène son armée à sa perte. Il y a un document que j'aime beaucoup dans ce livre, que j'avais découvert un peu par hasard en consultant les archives à la bibliothèque Thiers, qui est un ordre du jour du Conseil d'État, où Napoléon s'est laissé aller à faire des gribouillages vraiment incroyables, très enfantins. Il y a des taches d'encre, il y a des grands traits, il a écrit son nom en capitale, donc c'est un petit peu niveau maternel, on va dire. C'est très amusant de voir Napoléon qui se laisse aller. On imagine toujours quelqu'un qui est dans le contrôle, quelqu'un qui est en permanence en train de travailler. Là, on a un Napoléon qui s'ennuie lors d'une réunion, qui a une baisse de régime et qui se laisse aller. Donc c'est très amusant parce que du coup, un personnage comme lui que l'on place en permanence dans le surhumain, là d'un coup, il se retrouve ramené vers l'humain. Le rétablissement de l'esclavage, c'est un très grand sujet, c'est quelque chose de terrible, ça nous choque à très juste titre, mais il ne faut pas non plus se dire que parce que Napoléon a rétabli l'esclavage, on ne doit plus l'étudier. Au contraire, ce serait priver justement de leur histoire toutes ces personnes, tous ces esclaves qui ont été victimes de ce rétablissement de l'esclavage, qui en ont souffert, il faut qu'ils aient la chance, eux aussi, d'être étudiés. Donc, il faut continuer à étudier l'Empire, il faut continuer à étudier Napoléon, il faut parler de cette question de rétablissement de l'esclavage à la lumière des documents, en expliquant le contexte de l'époque. Si en 2021, en lisant tous ces articles sur l'esclavage, en lisant tout ce qui s'est dit de très hagiographique sur Napoléon et au contraire de très sombre sur Napoléon, si cela crée des vocations d'historiens, si cela suscite de nouveaux travaux, finalement ce bicentenaire n'aura pas été inutile.